Comment s'adresse-t-on à un tribunal? Comment débuter une action en justice? Faut-il avoir un master en droit? Faut-il avoir un avocat? Faut-il être riche comme Crésus? On répondra à toutes ces interrogations puisqu'on va tout vous expliquer sur l'assignation. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien entendu, si vous avez trouvé que le contenu est intéressant, partagez-le massivement. Cette vidéo est d'intérêt général. Lorsque l'on veut débuter un procès, on doit commencer par l'assignation. Alors, l'assignation, c'est un terme un peu barbare, mais vous allez le voir, ça a une définition juridique extrêmement précise. L'assignation, c'est le point de départ d'un procès civil. Alors évidemment, si je parle de procès civil, on met de côté tous les contentieux administratifs, pour lesquels les règles qu'on va évoquer ensemble sont complètement différentes. L'assignation, c'est le litige avec votre voisin, c'est le litige avec l'artisan, c'est le litige entre les entreprises. Voilà ce qu'est l'assignation, elle correspond à des litiges entre particuliers. C'est l'acte qui va permettre à votre adversaire de savoir qu'il est convoqué devant une juridiction, un juge, pour quelle raison, et de connaître vos arguments, vos prétentions. L'assignation, c'est une véritable convocation en justice. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous avez toujours, est-ce que je l'ai dit assez? Non. Toujours. L'obligation de négocier, de transiger, c'est-à-dire que depuis le 1er septembre 2025, avant de saisir la justice, il va falloir démontrer que vous avez tenté de résoudre amiablement le litige. Ça commence comment? Ça commence déjà par des courriers que vous allez vous échanger, puis si vous voyez que ça ne suffit pas, vous allez faire appel à un avocat, l'avocat va vous proposer une mise en demeure un peu plus formelle. La mise en demeure, outre le fait que vous allez demander à la personne avec qui vous êtes en conflit de mettre fin à ce conflit et de faire droit à vos demandes, elle va avoir aussi deux autres intérêts. Le premier, c'est un intérêt psychologique. Ah oui, lorsqu'il y a un petit blason d'avocat qui apparaît sur le courrier, oui, psychologiquement, on commence à se dire que ça sent le roussi. Rappelez-vous, chaque fois que je discute avec quelqu'un, cette personne me dit, lorsqu'il s'agit d'un particulier très souvent, « J'espère, maître, que je n'aurai jamais besoin de vous ». Vous voyez à quel point les avocats, dans l'esprit populaire, ont extrêmement mauvaise presse. C'est normal, parce que lorsque vous faites appel à un avocat, très souvent, c'est que vous êtes déjà enlisé jusqu'à là. Je le dis toujours, et c'est bien de le rappeler dans cette vidéo, si vous venez nous voir le plus tôt possible, ça va peut-être vous éviter d'être dans une situation irrémédiablement compromise. Donc plus tôt vous consultez un avocat, plus tôt vous pouvez avoir une stratégie qui peut vous éviter un conflit et un contentieux. La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre également de pouvoir argumenter juridiquement. Ah oui, c'est bien beau de dire que vous avez raison, mais si le droit confirme que vous avez raison, c'est quand même un petit élément supplémentaire qu'il est indispensable de rappeler à votre adversaire. Pourquoi? Parce que votre adversaire, s'il a quelques compétences juridiques, il va bien voir s'il est complètement en tort, puis surtout s'il fait ce qu'on va lui demander, c'est-à-dire de faire appel à un avocat pour qu'on puisse discuter directement avec un confrère, eh bien ce confrère va pouvoir lui faire une analyse et lui dire « Bon là, clairement, on va se faire éclater ». Oui, c'est l'avocat que vous allez consulter, il est là pour vous dire aussi si vous êtes en tort, si vous avez potentiellement des chances de succès, et si ce n'est pas le cas, peut-être de vous amener dans la négociation. Donc oui, le courrier de mise en demeure d'un avocat, outre être une étape indispensable avant l'assignation, c'est surtout une possibilité pour vous de résoudre amiablement votre litige. Il y a aussi une petite stratégie, alors là, enregistrez la vidéo, conservez-la bien avec vous. Il y a quelque chose qu'on fait en tant qu'avocat qui fonctionne plutôt pas mal lorsqu'on a des discussions qui sont assez tendues et assez serrées avec votre adversaire, c'est que vous adressez, outre le courrier de mise en demeure, un projet d'assignation. Projet d'assignation, là clairement on est en train d'annoncer à notre adversaire, là on va partir au contentieux et que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on se retrouve devant un tribunal. C'est un petit coup de poker que personnellement j'aime bien utiliser, qui a déjà fonctionné par le passé, qui m'évite très souvent d'avoir à aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, si vous avez un avocat, parlez-lui de cette stratégie d'envoyer un projet d'assignation. Ça peut vraiment faire mouche et vous éviter un contentieux qui peut s'avérer long et coûteux. Alors sans plus attendre, on revient sur l'assignation. Donc vous avez tenté de négocier, mais pour négocier, vous devez être au minimum 2. Malheureusement, la partie adverse n'entend pas transiger, elle n'entend pas vous donner gain de cause. Dans ce cas, vous allez rédiger une assignation. Qui rédige l'assignation? Hormis si vous avez de très bonnes compétences en droit, et hormis si l'avocat n'est pas obligatoire,
eh bien, vous pouvez vous-même rédiger votre assignation, ce que je ne vous conseille pas du tout. Donc, un avocat qui va rédiger cette assignation, elle doit comprendre un certain nombre d'informations. Là, encore une fois, on vous renverra au code de procédure civile. Je vais vous indiquer les informations les plus importantes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et bien évidemment, prenez des notes. Ça vous sera fortement utile. Alors la première chose, c'est que vous devez indiquer toutes les informations personnelles du demandeur, c'est-à-dire vous. Si vous êtes à l'initiative, vous devez donner donc votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance, votre profession, votre adresse postale. Ce sont les informations obligatoires. S'il en manque, ça peut être une cause d'irrégularité. La deuxième chose, votre adversaire. Pareil, plus vous êtes précis sur les informations de la partie adverse, et plus ce sera facile pour la juridiction. Évidemment, on ne vous demande pas autant d'informations pour la désignation de la partie adverse, mais vous l'aurez compris, plus on a d'informations, plus ça évite les irrégularités. Vous devez viser ensuite la bonne juridiction, et là pour la bonne juridiction, vous devez viser la juridiction qui est matériellement compétente, c'est-à-dire qui est celle qui va devoir juger votre affaire. Quand on dit matériellement, on entend par l'objet de la demande, parce que évidemment, selon ce que vous allez demander, ce ne sera pas toujours la même juridiction. Je vous donne un exemple. Si vous avez un litige avec votre bailleur, eh bien, on a le juge du contentieux et de la protection qui est compétent. En d'autres termes, vous ne saisissez pas forcément le tribunal judiciaire. Ce n'est pas exactement la même juridiction, et ce, même si physiquement, ces deux juges sont au sein du même tribunal. Donc attention, ça peut être une cause également de retard dans votre dossier, parce que ça veut dire qu'on va devoir transmettre votre recours à une autre juridiction. La deuxième chose, c'est qui est le tribunal territorialement compétent. Ah oui, c'est pas vous qui décidez si vous allez saisir Paris, Brest, Montpellier. Vous devez respecter les règles de compétence territoriale, lesquelles sont obligatoires, impératives. Exemple, vous êtes l'heureux propriétaire d'un véhicule PureTech, vous avez un litige avec Stellantis parce que votre moteur est en PureTech, et bien dans ce cas-là, vous avez la possibilité de saisir soit le tribunal judiciaire de Paris, qui est le siège social de Stellantis, soit le tribunal de votre domicile, parce que vous êtes un consommateur. Mais là, c'est le droit de la consommation qui prévoit cette possibilité, cette alternative. Une fois que l'assignation contient donc toutes les informations relatives à la partie demanderesse, donc de vous, que vous avez désigné votre adversaire, que vous avez bien déterminé quelle était la juridiction compétente matériellement et territorialement, vous devez donc présenter les faits. L'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous devez faire appel à un tribunal pour trancher votre litige? Vous racontez l'histoire. Moi, le conseil que je donne toujours, mais ça n'engage que moi, c'est d'essayer de présenter l'histoire de manière la plus factuelle et objective. En d'autres termes, c'est pas ici. Vous avez commencé à dire que la partie adverse s'est comportée comme un goujat, que c'était n'importe quoi, que ça vous a causé énormément de tort. C'est pas ici. On n'est pas dans l'émotion, on est vraiment dans... On présente de la manière la plus objective possible ce qui s'est passé. Factuel. Lieu, jour, date, heure, personne, les faits. Les faits, tous les faits, rien que les faits. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la discussion. C'est tous les arguments juridiques. C'est là où on va commencer à rentrer dans quelles règles de droit s'appliquent, et derrière, quelles sont les conséquences de cette règle de droit par rapport aux faits que vous venez d'exposer. Là, ici, clairement, il vous faut une compétence juridique parce que ça ne s'invente pas, c'est une expertise. Ici, l'avocat va devoir donc faire un travail de structuration. Plus votre assignation sera précise, factuelle, bien structurée, plus ce sera facile et simple pour votre juge de comprendre votre litige et de bien trancher celui-ci. Le tort qu'on peut avoir ici, c'est vraiment de partir dans tous les sens. C'est un vrai travail d'orfèvre qu'on va faire avec nos clients. Parce qu'encore une fois, plus nos clients sont impliqués dans la rédaction de l'assignation, plus nous allons pouvoir être précis et rigoureux dans l'argumentaire juridique. On a raconté les faits, on a présenté les arguments juridiques. Maintenant, le dispositif, c'est la troisième partie de votre assignation qui est la plus importante. Pourquoi? Parce que le juge va se prononcer uniquement par rapport à votre dispositif. C'est là que vous allez faire le fameux par ses motifs et que vous allez demander clairement les choses au juge. Vous allez devoir juger ça, condamner machin, enjoindre à votre adversaire de payer telle somme, assortir l'injonction d'une astreinte, une astreinte qui sera fixée à tel montant chaque jour qui passe, etc., etc. C'est ici que tout va se jouer. Si vous oubliez le dispositif, si le dispositif est incomplet, même si vous avez eu de super arguments juridiques dans la discussion,
bien malheureusement, le juge ne se prononcera que par rapport à ce dispositif. Donc vraiment, ça c'est la partie la plus importante. On la réserve souvent à la fin de la rédaction de l'assignation, mais en réalité, on devrait presque la rédiger tout au début pour être sûr de ne rien oublier. Donc si vous avez demain une assignation à rédiger, vérifiez surtout le dispositif. C'est vraiment là qu'il faut s'assurer que toutes les demandes que vous faites ont bien été résumées. Dernier élément, pour qu'une assignation soit parfaitement complète, eh bien, le bordereau de communication de pièces, c'est-à-dire quelles sont les pièces sur lesquelles vous vous appuyez. Rappelez-vous, sans la preuve, le droit n'est rien. Nous avions fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Je vous invite évidemment à vous abonner et à aller voir ces vidéos, parce que clairement, vous pouvez raconter la vérité avec un grand V. Si vous n'apportez aucun élément au juge, ce dernier ne vous donnera pas raison et il écrira la vérité judiciaire. Donc pour que votre vérité devienne la vérité judiciaire avec un grand V, il vous faut apporter des preuves. Et ça, c'est vraiment indispensable. Vous pouvez avoir le meilleur argument, les meilleurs arguments, vous pouvez avoir le meilleur avocat du monde. Si vous n'avez pas de preuves, malheureusement, vous n'obtiendrez pas gain de cause. Pourquoi? Parce que le juge ne vous connaît pas, le juge ne vous croit pas sur parole, et le juge statuera uniquement par rapport aux pièces du dossier. C'est la garantie qu'on ne soit jamais condamné, tout à chacun, uniquement sur de belles paroles. Et évidemment, si nous étions condamnés parce que la partie adverse a mieux parlé, eh bien nous serions tous en danger. La raison pour laquelle le juge devra statuer par rapport aux pièces du dossier, c'est une garantie d'un procès équitable. C'est pourquoi, très souvent, lorsqu'on me demande un devis, comme ça dans l'absolu, qu'est-ce que vous en pensez, maître? C'est quoi vos conditions tarifaires pour une assignation? Mais en fait, j'en sais rien, parce que peut-être que l'assignation, je vais peut-être vous déconseiller de la faire. Et je vais vous déconseiller parce que j'ai aucun élément dans le dossier. Un bon avocat, c'est aussi un avocat qui vous dit qu'on ne faut pas y aller. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas vous faire un devis dans l'absolu, parce que ça n'aurait pas de sens. L'assignation, vous l'avez rédigée, vous avez eu le meilleur avocat du monde, il vous a bien expliqué comment ça fonctionnait. Maintenant, concrètement, c'est quoi la tambouille? Comment on fait pour faire délivrer cet acte à la partie adverse? Première chose, votre avocat doit prendre contact avec le tribunal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut déterminer quelles sont les dates d'audience. Vous n'arrivez pas comme ça sur votre cheval blanc en disant au juge voilà, convoquez-moi 3 magistrats tel jour à telle heure, c'est moi que voilà. Vous allez appeler le tribunal et vous allez lui demander voilà, quelles sont les prochaines audiences pour lesquelles je peux vous délivrer une assignation. Là, on va vous dire dans 6 mois, vous voyez, c'est long la justice, on en parle juste après, dans 6 mois, vous avez une audience tel jour, telle heure, pour lequel vous pouvez effectivement délivrer une assignation. Vous prenez cette date, vous l'intégrez dans votre assignation, et c'est là que vous allez saisir un huissier de justice qui est dans le département dans lequel votre adversaire est présent, qui va être chargé d'aller sur son fidèle destrier à destination du domicile de la partie adverse, toquer à sa porte, et qui va lui dire « Bonjour, madame, monsieur, vous êtes convoqué tel jour, telle heure devant tel tribunal, voici le document qui incarne l'assignation, je vous remercie de signer, et ensuite, eh bien, on remet ce document. » C'est à partir de là que votre adversaire est informé qu'un procès est intenté à son encontre. Il a en principe 15 jours pour constituer avocat, mais c'est une date qui est purement indicative. Dans les faits, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. Évidemment, si l'adversaire ne fait rien, s'il décide de ne pas répondre, de ne pas constituer avocat, le risque, c'est qu'il soit condamné uniquement sur les affirmations de la partie demanderesse. Affirmation et sur les pièces, évidemment. Si vous venez saisir le juge et vous n'avez aucun argument, même si vous êtes tout seul à votre procès, vous n'obtiendrez pas gain de cause. Une fois que la personne est informée des arguments qui sont invoqués contre lui et de ce qui est demandé, il fait appel à un avocat, souvent il attend la veille, malheureusement c'est souvent ça, et à partir de ce moment-là va s'ouvrir le procès. Le procès qui va suivre un calendrier électronique, c'est-à-dire qu'on ne va pas se déplacer à l'audience. En d'autres termes, la première audience c'est juste pour prendre date, c'est-à-dire qu'on va dire, c'est quoi les prochaines étapes de votre procédure? En fait, il n'y a pas de plaidoirie le jour J. Donc, on va prendre date, et à partir de ce moment-là, il va y avoir donc des audiences électroniques. Ça sert à rien de vous déplacer. Je l'ai déjà dit à plusieurs de mes clients, certains veulent venir au tribunal, c'est super, mais il ne se passe rien, d'accord? Il n'y a vraiment personne, il n'y a même pas une salle physiquement qui est dédiée à l'audience. C'est-à-dire qu'on va échanger avec les magistrats, et on va fixer des dates dans lesquelles on va se dire, vous avez 1 mois pour produire des conclusions en réponse, et on voit dans 1 mois si vous êtes prêt. Et à ce moment-là, va se mettre un jeu de ping-pong où votre adversaire va répliquer, vous pouvez répliquer à votre adversaire, et il va y avoir un jeu d'arguments et de contre-arguments. Ne répondez pas à des arguments qui
sont purement des joutes verbales pour essayer de vous agacer, de vous énerver. Ça n'a pas de sens. Le juge va être noyé sous un flot d'informations. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc soyons synthétiques, efficaces, argumentons de manière pertinente et faisons en sorte que le juge ne passe pas à côté de l'argument phare, l'argument central, uniquement parce que vous allez en rajouter des tartines et des tartines et des tartines. Ça, c'est ce que j'essaye de faire en tant qu'avocat, c'est d'expliquer le plus possible à mes clients. Ça ne sert à rien de m'écrire 3 pamphlets sur tel argument parce que les faits ne se sont pas passés exactement comme ça. Non, soyons efficaces, soyons factuels, soyons synthétiques. Les juges sont déjà en sous-effectif et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la justice, malheureusement ici en France, souffre. Et elle souffre notamment des délais. Fort heureusement, comme vous le savez, votre serviteur ici présent lutte contre les délais anormalement longs de la justice. On en a déjà parlé plusieurs fois sur notre chaîne. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et de regarder toutes nos vidéos dédiées aux délais anormalement longs de la justice. Et oui, il est possible de vous faire indemniser pour le temps d'attente d'une procédure. Et ça concerne, croyez-moi, beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. On arrive donc à la fin de cette émission sur les assignations, l'acte juridique qui permet véritablement d'initier un procès à un adversaire. Rappelons que ces règles ne concernent que les litiges entre particuliers, entreprises et personnes physiques. Si vous assignez l'État, ça se passe différemment, on est devant le tribunal administratif, c'est autre chose. Enfin, dernier point, une assignation n'est pas une condamnation. Une assignation, c'est juste le point de départ d'un litige. Le litige devant le juge judiciaire, c'est la chose des parties, ce qui veut dire que pendant tout le procès, vous allez pouvoir argumenter, contre-argumenter, amplifier vos demandes, ajouter des choses, retirer des demandes. Tout ça est possible. Pourquoi? Parce que vous êtes devant le juge judiciaire. Le plus important, c'est de faire ce qu'on appelle la concentration des moyens. En d'autres termes, vous demandez tout devant le premier tribunal et vous soulevez tous les arguments que vous pouvez soulever. Pourquoi? Parce que si vous interjetez appel, eh bien, vous ne pourrez pas ajouter de nouvelles prétentions, de nouveaux arguments si vous ne les avez pas déjà débattus devant le premier juge. C'est la raison pour laquelle, évidemment, un avocat ne vaut pas un avocat et qu'il faut choisir son avocat non pas par rapport à sa proximité géographique, vous n'êtes pas à la recherche d'un voisin, vous êtes à la recherche d'un avocat, et que cet avocat, parfois, le spécialiste, il va se trouver à l'autre bout de la France, mais c'est le spécialiste et c'est celui qui va vous permettre d'obtenir gain de cause. Donc pensez bien à cela lorsque vous choisissez votre avocat, la confiance, la compétence, mais certainement pas la proximité géographique. Pensez à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous en commentaire. Si vous trouvez que cette vidéo est d'intérêt général, et je pense qu'elle l'est, eh bien pensez à la partager. Il est quand même plus qu'important qu'on augmente tous notre culture juridique. Un procès, ça arrive à plus de personnes qu'on ne le pense. On dit qu'en moyenne, un Français a au moins un procès au cours de sa vie. Donc si c'est pas encore arrivé, c'est qu'une question de temps.